Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent L'art de la guerre russe de Jacques Beau. Pourquoi l'Ukraine est-elle en train de perdre la guerre contre la Russie? Comment les deux camps pensent-ils et mènent-ils leurs opérations? Quelles ont été les erreurs de part et d'autre? Comment l'Occident a-t-il contribué à la défaite ukrainienne? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, Jacques Beau s'appuie sur des informations officielles ainsi que sur des documents américains, occidentaux et russes. Il explique la manière dont la Russie comprend et conduit la guerre. Il montre combien l'incapacité des Occidentaux à saisir cette réalité et leur détermination à affaiblir la Russie s'est retournée contre l'Ukraine. Après les best-sellers Poutine, maître du jeu, Opération Z et Ukraine entre guerre et paix, dont le travail d'analyse a été salué dans le monde entier et qui ont été traduits dans plusieurs pays, l'auteur revient sur la guerre en Ukraine. Il expose la manière dont la Russie l'a menée et révèle comment l'image qu'en ont donnée les Occidentaux a conduit l'Ukraine à l'échec. Jacques Beau a été membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Durant la guerre froide, il a travaillé sur l'art militaire soviétique et la guerre en Afghanistan. Au sein de l'OTAN, il a participé à des programmes en Ukraine, notamment après la révolution de Maïdan de 2014. En plus de ses ouvrages majeurs sur le conflit en Ukraine, il est l'auteur de plusieurs livres sur le renseignement, la guerre et le terrorisme, dont Gouverner par les fake news, Vaincre le terrorisme djihadiste et l'affaire Navalny, tous parus aux éditions Max Milo. Des notes et des illustrations sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Chapitre 1. Introduction. En 1973, alors en vacances en Italie avec ma famille, nous nous sommes arrêtés au monastère de Monte Cassino, qui a été le théâtre d'une violente bataille en 1943. Je me rappelle avoir passé de longues minutes devant la tombe d'un jeune Canadien mort, à 18 ans, l'âge que j'avais à l'époque. 50 ans plus tard, à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, le Parlement canadien accorde une standing ovation à un survivant de la 14e Grenadier Division, un Galisien, de la Waffen-SS, qui a combattu les Soviétiques et participé à des exactions contre les Juifs. Anthony Rota, président de l'Assemblée parlementaire, précise que ce vétéran combattait pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes et continue à soutenir la vérité aujourd'hui. Quelques jours plus tard, il cherchera maladroitement à se justifier, en prétendant qu'il ne connaissait pas la qualité de ce combattant, ce qui est un mensonge, puisqu'il l'avait invité et que les autres invités avaient été dûment contrôlés et approuvés. Pour couronner le tout, Justin Trudeau, Premier ministre, ne trouvera rien de mieux que d'en accuser la propagande et la désinformation russe. On se demande s'ils le font exprès ou s'ils sont réellement totalement demeurés. Cet incident illustre plusieurs choses qui caractérisent l'approche occidentale du conflit en Ukraine. Premièrement, les justifications de Rota ne changent rien au fond. L'ensemble des parlementaires canadiens a glorifié ceux qui combattaient les alliés du Canada durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il a craché sur la tombe de ce jeune Canadien qui combattait alors le même ennemi que les Soviétiques. À leur décharge, Zelensky, qui savait très bien ce que signifiait combattre les Russes durant la Seconde Guerre mondiale, a lui-même applaudi cet ancien Waffen-SS. Rappelons ici que 7 millions d'Ukrainiens ont combattu le Troisième Reich aux côtés de l'URSS et des Alliés. Deuxièmement, ces parlementaires ont ovationné un ancien nazi sans même se poser de questions. Comme des moutons. En négligeant leur devoir de diligence et en agissant sans savoir ni comprendre, ils sont tous, sans exception, l'exemple d'une classe politique ignorante, sans honneur, irresponsable, profondément incapable de réflexion et d'humanité. Ils sont une honte pour la démocratie. Troisièmement, cet incident montre l'ambiguïté de la situation des Ukrainiens, qui doivent au Troisième Reich leur première indépendance, ce qui fait des oppresseurs de l'Europe occidentale les libérateurs des Ukrainiens. Le problème est que le monde manichéen dans lequel nous vivons n'arrive pas à accommoder ces relations complexes.
Cela conduit à une forme de négationnisme qui s'est imposée dans nos médias, chez nos journalistes et nos politiques. Quatrièmement, Anthony Rota ne dit pas que le vétéran avait combattu les soviétiques, ce qui aurait été une référence à leur idéologie puisqu'il s'agissait de l'URSS, mais les Russes, singularisant ainsi un groupe ethnique. C'est ce que les parlementaires ont ovationné, mettant en évidence le point commun entre les nazis de l'époque, les néo-nazis d'aujourd'hui, les parlementaires canadiens et les autres, la haine des Russes, le moteur du conflit ukrainien. Car aucun de nos journalistes ne s'est élevé contre les sanctions qui visent la population russe, contre les meurtres et assassinats de personnalités russes, les actions visant l'art et les artistes russes, jusqu'à rebaptiser des peintures dans nos musées. Tous les journalistes des médias traditionnels, sans exception, ont accepté une pratique que l'on semblait avoir oubliée depuis l'Holocauste. Condamner des individus pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Paradoxalement, je n'associe pas à cette haine la grande majorité des Ukrainiens, car beaucoup d'entre eux ne la partagent pas, même si la guerre polarise les esprits. Je constate d'ailleurs que souvent la presse ukrainienne contredit ce qu'affirment nos journalistes. C'est pourquoi l'incident du Parlement canadien est plus qu'une anecdote. C'est l'image d'une classe politique occidentale à la dérive, de médias sans foi ni loi, de politiciens et de journalistes qui vivent du sang des autres et comme nous le verrons, en particulier de celui des Ukrainiens. Ce livre, comme les précédents, n'a pas pour objet de donner des bons points aux uns ou aux autres. Il ne cherche pas à justifier l'une ou l'autre des parties au conflit, mais à expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Naturellement, dans un contexte intellectuel où tout ce que font les Russes est considéré comme faux, stupide et mauvais, expliquer ce qu'ils font suffit pour être assimilé d'apologistes. Comme tous les conflits, celui de l'Ukraine a été le théâtre d'une désinformation débridée. Le phénomène n'est pas inhabituel, mais il a pris ici un caractère quasi caricatural. Dès le début, le narratif occidental tourne autour de l'idée que la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. C'est ce que montre l'audition de Michel Goya, colonel de l'armée française, par une commission du Sénat français en novembre 2022. Sans la moindre connaissance de la doctrine militaire russe, avec une compréhension très limitée de l'art opératif et même du fonctionnement intime de l'Alliance Atlantique, il analyse la guerre en fonction de ce que ferait un militaire français. Au-delà du nombrilisme, il illustre une manière très occidentale de comprendre la guerre à partir de notre logique et non de celle de l'adversaire. C'est ce qui avait conduit au désastre de 1914, puis de 1940 en France, et à l'échec des opérations au Moyen-Orient et dans le Sahel. Lors de l'audition du général Bruno Clermont, le 7 décembre 2022, le sénateur LR, Cédric Perrin illustre parfaitement notre incapacité à comprendre la guerre autrement que comme nous la faisons. Les Russes ont fait une erreur monumentale au départ. En n'opérant pas comme la doctrine occidentale le voudrait, c'est-à-dire en bombardant les zones qui permettent aujourd'hui aux Ukrainiens de leur répondre. Autrement dit, ils s'étonnent que la Russie n'applique pas nos principes opérationnels. L'incapacité à imaginer plusieurs solutions à un même problème et à comprendre que d'autres puissent avoir une solution différente, voire plus efficace, est l'expression de l'ethnocentrisme occidental. C'est exactement pour cette raison que le Mali et le Niger ont demandé aux militaires français de quitter leur territoire. La particularité de ce conflit est que du côté occidental, il ne s'agissait pas d'aider l'Ukraine à le gagner, mais de pousser la Russie à le perdre. L'objectif final est moins de reprendre des territoires que de provoquer la chute de Vladimir Poutine. C'est pourquoi, en août 2023, l'incapacité de l'Ukraine à concrétiser sa contre-offensive fait craindre aux Occidentaux qu'ils perdent le contrôle de leur narratif. Pire, comme le relève le New York Times, les responsables américains disent craindre que l'Ukraine ne soit devenue réticente à l'idée de subir des pertes. C'est ce que résumait en juin 2022, avec beaucoup de lucidité, Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique, à propos de la politique de l'OTAN et de l'UE envers l'Ukraine. Nous fournissons les armes, vous fournissez les cadavres. C'est immoral. Car, du point de vue occidental, le déroulement du conflit dépend du narratif. Dès le début de l'opération russe en Ukraine,
le discours occidental a créé un faux sentiment de supériorité qui a conduit l'Ukraine à sous-estimer la réalité de la menace russe. Nous chercherons à rétablir un équilibre dans l'information que nos médias et leurs soi-disant journalistes ont délibérément falsifiée. Profondément malhonnêtes et avides de sang, ils parviennent à contredire des informations que même les journalistes ukrainiens ont données. Dans ce conflit, en rejetant la déontologie de la Charte de Munich, nos médias ont abandonné leur éthique et leur honneur. Bien au chaud dans leur rédaction, ils ont tout fait pour que le conflit se prolonge et que des vies soient gaspillées. Et cette responsabilité est bien antérieure au 24 février 2022. Nos médias et nos experts ont littéralement poussé l'Ukraine dans un conflit en lui interdisant toute option de négociation, mais ils l'ont convaincue que la Russie était un adversaire, qu'elle était capable de vaincre. Ce sont eux les plus détestables, et j'espère que le présent livre contribuera à faire prendre conscience aux Ukrainiens et aux Russes combien ils ont été malhonnêtes avec eux. La mécompréhension du conflit en Ukraine résulte en partie du fouillis intellectuel et sémantique avec lequel nous tentons de l'expliquer. Les notions de stratégie, tactique et nouvellement, d'art opératif se mélangent hardiment, permettant ainsi de fustiger l'approche russe et expliquer sa défaite prochaine, que l'Occident attend toujours. Aujourd'hui, le narratif occidental s'est progressivement effondré devant la réalité des faits, et ce qui était qualifié de conspirationnisme en 2022 est devenu réalité. Comme pour n'importe quel conflit, on ne peut le comprendre qu'en essayant de saisir les perceptions et les logiques des protagonistes. Dans les pages qui suivent, nous reviendrons sur la manière dont la Russie envisage et fait la guerre. L'incapacité de nos militaires à comprendre la réalité des faits en Ukraine est non seulement inquiétante pour l'avenir de nos armées, mais elle est littéralement l'une des principales raisons de la défaite ukrainienne. 2. La pensée militaire russe. Durant toute la période de la guerre froide, prise dans son paradigme marxiste-léniniste, l'Union soviétique se voyait comme le fer de lance d'un combat historique qui devait conduire à un affrontement entre le système capitaliste et les forces progressistes. Cette perception d'une guerre permanente et inéluctable a poussé les soviétiques à étudier la guerre de manière quasi scientifique et à structurer cette réflexion en une architecture de pensée militaire qui n'a pas d'égal dans le monde occidental. Le problème de la grande majorité de nos soi-disant experts militaires est leur incapacité à comprendre l'approche russe de la guerre. Il résulte d'une approche que l'on a déjà observée lors des vagues d'attentats terroristes. L'adversaire est tellement et stupidement diabolisé que l'on s'interdit de comprendre sa manière de penser. Nous sommes dès lors incapables d'élaborer des stratégies, d'articuler nos forces, voire de les équiper en fonction de la réalité de la guerre. Le corollaire de cette approche est que nos frustrations sont traduites par des médias peu scrupuleux en un narratif qui nourrit la haine et accroît notre vulnérabilité. On est ainsi incapable de trouver des solutions rationnelles et efficaces aux problèmes. La manière dont les Russes comprennent les conflits est holistique. Autrement dit, ils voient les processus qui se développent et conduisent à la situation à un moment X. C'est ce qui explique pourquoi les discours de Vladimir Poutine comprennent immanquablement un retour à l'histoire. En Occident, nous avons tendance à nous concentrer sur le moment X et tentons de voir comment il pourrait évoluer. On veut une réponse immédiate à la situation que l'on voit aujourd'hui. L'idée que de la compréhension de comment la crise est apparue découle la manière de la résoudre, leur était totalement étrangère. En septembre 2023, un journaliste anglo-saxon m'a même sorti le test du canard. Si cela ressemble à un canard, si cela nage comme un canard et si cela cancane comme un canard, c'est probablement un canard. En d'autres termes, il lui suffit d'une image qui correspond à leurs préjugés pour évaluer une situation. La réalité est beaucoup plus subtile que le modèle du canard. Dans Newsweek, un analyste de la Defense Intelligence Agency, DIA, l'équivalent américain de la Direction du renseignement militaire, DRM en France, constate. La manière dont la Russie mène cette guerre brutale diffère de la thèse largement répandue selon laquelle Vladimir Poutine veut détruire l'Ukraine et infliger un maximum de pertes civiles, mais révèle plutôt le jeu d'équilibriste stratégique du dirigeant russe.
La raison pour laquelle les Russes sont meilleurs que les Occidentaux en Ukraine est qu'ils voient le conflit comme un processus, alors que nous le voyons comme une suite d'actions distinctes les unes des autres. Les Russes voient les événements comme un film. Nous les voyons comme des photographies. Ils voient la forêt, alors que nous nous attardons sur les arbres. C'est pourquoi nous plaçons le début du conflit au 24 février 2022 ou le début du conflit palestinien au 7 octobre 2023. Nous écartons les contextes qui nous dérangent et nous menons des conflits que nous ne comprenons pas. C'est la raison pour laquelle nous perdons nos guerres. Chapitre 2.1. La doctrine militaire russe. Éléments doctrinaux. La doctrine militaire russe fait l'objet d'études et de débats très riches en Russie même. La perception que nous avons en Occident de ces réflexions est extrêmement simpliste et déformée par le prisme américain. Nous ne traiterons pas ici l'ensemble des aspects de la pensée et de la doctrine russe. Nous nous concentrerons sur ceux qui sont liés au conflit ukrainien et sur les leçons que nous pouvons en tirer. Les principes de l'art militaire. Tous les pays articulent leur pensée ou leur politique militaire autour de principes généraux qui guident la conception de leur défense et des opérations. Leur nombre oscille autour de 10 selon les pays et sont très semblables. En Russie, sans surprise, les principes de l'art militaire des forces soviétiques ont inspiré ceux qui sont actuellement utilisés. La disponibilité à accomplir les missions assignées. La concentration des efforts sur la résolution d'une mission spécifique. La surprise, non-conventionnalité, de l'action militaire vis-à-vis de l'ennemi. La finalité détermine un ensemble de tâches et le niveau de résolution de chacune d'entre elles. L'ensemble des moyens disponibles détermine la manière de résoudre la mission et d'atteindre l'objectif. Corrélation des forces. La cohérence de la conduite, unité de commandement, l'économie des forces, des moyens, du temps et de l'espace, le soutien et le rétablissement de la capacité de combat, la liberté de manœuvre. On notera que ces principes ne s'appliquent pas seulement à la mise en œuvre de l'action militaire proprement dite. Ils sont aussi applicables en tant que système de pensée à d'autres activités qui n'ont pas de caractère opérationnel. Une analyse honnête du conflit en Ukraine aurait permis d'identifier ces divers principes et d'en tirer des conclusions utiles à l'Ukraine. Mais strictement, aucun des experts autoproclamés sévissant sur les plateaux de télévision n'a simplement été intellectuellement en mesure de le faire. Ainsi, les Occidentaux sont systématiquement surpris par les Russes dans les domaines de la technologie, par exemple les armes hypersoniques, de la doctrine, par exemple l'art opératif et de l'économie, par exemple la résilience aux sanctions. D'une certaine manière, les Russes bénéficient de nos préjugés pour exploiter le principe de surprise. On l'observe dans le conflit ukrainien, où le narratif occidental a conduit l'Ukraine à totalement sous-estimer les capacités russes, ce qui est un facteur majeur dans sa défaite. Voilà pourquoi la Russie n'a pas vraiment tenté de contrer ce narratif et l'a laissé jouer. La conviction d'être supérieur nous rend vulnérables. La corrélation des forces. La pensée militaire russe est traditionnellement liée à une approche holistique de la guerre, qui implique l'intégration d'un grand nombre de facteurs dans l'élaboration d'une stratégie. Cette approche est matérialisée par le concept de corrélation des forces, soutnozny sil. Souvent traduit par équilibre des forces ou rapport de force, ce concept n'est compris par les Occidentaux que comme une grandeur de nature quantitative limitée au domaine militaire. Or, dans la pensée soviétique, la corrélation des forces traduit une lecture plus holistique de la guerre. Plusieurs critères existent pour l'évaluation de la corrélation des forces. Dans le domaine économique, les facteurs habituellement comparés sont le produit national brut par tête d'habitant, la productivité du travail, la dynamique de la croissance économique, le niveau de la production industrielle, particulièrement dans les secteurs de pointe, l'infrastructure technique de l'instrument de production, les ressources et le degré de qualification de la force de travail, le nombre de spécialistes et le niveau de développement des sciences théoriques et appliquées. Dans le domaine militaire, les facteurs comparés sont la quantité et la qualité des armements, la puissance de feu des forces armées, les qualités de combattants et morale des soldats,
le niveau d'instruction des états-majors, l'organisation des troupes et leur expérience au combat, le caractère de la doctrine militaire et les méthodes de la pensée stratégique, opérative et tactique. Dans le domaine politique, les facteurs qui entrent en considération sont la largeur de la base sociale de l'autorité de l'État, son organisation, la procédure constitutionnelle des relations entre le gouvernement et les organes législatifs, la capacité de prendre des décisions opérationnelles et le degré et caractère du soutien du peuple à la politique intérieure et étrangère. Finalement, en regard de l'évaluation de la force du mouvement international, les facteurs pris en considération sont sa composition quantitative, son influence auprès des masses, sa position dans la vie politique de chaque pays, les principes et normes des relations entre ses composantes et le degré de leur cohésion. En d'autres termes, l'appréciation de la situation ne se limite pas au rapport des forces sur le champ de bataille, mais tient compte de tous les éléments qui ont un impact sur l'évolution du conflit. Ainsi, pour leur opération militaire spéciale, les autorités russes avaient planifié la capacité de soutenir l'effort de guerre par l'économie, sans passer à un régime d'économie de guerre. Ainsi, les mécanismes fiscaux et d'aide sociale n'ont pas connu d'interruption, à la différence de l'Ukraine. C'est pourquoi les sanctions appliquées à la Russie en 2014 ont eu un double effet positif. Le premier a été d'avoir compris qu'elles étaient certes un problème de court terme, mais surtout une opportunité à moyen et long terme. Elles ont ainsi encouragé la Russie à produire des biens qu'elle avait préféré acheter à l'étranger jusque-là. Le second a été le signal que les Occidentaux utiliseraient toujours plus l'arme économique dans le futur comme moyen de pression. Il devenait donc impératif, pour des raisons d'indépendance et de souveraineté nationale, de se préparer à des sanctions plus étoffées et touchant plus profondément l'économie du pays. En réalité, on sait depuis longtemps que les sanctions ne fonctionnent pas. Assez logiquement, elles ont eu l'effet inverse et ont agi comme des mesures protectionnistes pour la Russie, qui a ainsi pu consolider son économie, comme cela avait été le cas après les sanctions de 2014. Une stratégie de sanctions aurait peut-être porté ses fruits si l'économie russe avait été effectivement l'équivalent de l'économie italienne ou espagnole, c'est-à-dire avec un endettement élevé, et si l'ensemble de la planète avait agi à l'unisson pour isoler la Russie. L'inclusion de la corrélation des forces dans le processus de décision est une différence fondamentale avec les processus de décision occidentaux, qui sont davantage liés à une politique de communication qu'à une approche rationnelle des problèmes. C'est ce qui explique, par exemple, les objectifs limités de la Russie en Ukraine, qui ne cherchent pas à occuper l'ensemble du territoire, car dans la partie occidentale du pays, la corrélation des forces lui serait défavorable. À chaque niveau de conduite, la corrélation des forces fait partie de l'appréciation de situation. Au niveau opératif, elle est définie comme suit. Le résultat de la comparaison des caractéristiques quantitatives et qualitatives des forces et des moyens, sous-unités, unités, armes, équipements militaires, etc., de ses propres troupes, forces et de l'ennemi. Elle est calculée à l'échelle opérative et tactique dans toute la zone des opérations, dans les directions principales et les autres, afin de déterminer le degré de supériorité objective de l'un des camps adverses. L'évaluation de la corrélation des forces permet de prendre une décision éclairée sur une opération, bataille, à l'établissement et au maintien, aussi longtemps que possible de la supériorité nécessaire sur l'ennemi, lorsque les décisions sont redéfinies, modifiées, lors des opérations militaires de combat. On trouve dans cette simple définition les raisons pour lesquelles les Russes se sont engagés avec des forces inférieures à celles de l'Ukraine en février 2022, ou qu'ils se sont retirés de Kiev, de Kharkov et de Kherson en mars, septembre et octobre 2022, nous y reviendrons. La guerre nucléaire. Une évolution permanente. En 1945, l'URSS a gagné la course vers Berlin. Elle sort victorieuse de la guerre, mais à la différence des États-Unis, elle est exsangue. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, certains dirigeants y voient l'occasion de reprendre l'offensive en direction de Moscou, car on pense que Staline a la même intention en direction de l'Atlantique.
Mais l'heure n'est pas à la reprise des hostilités et on entre dans la guerre froide. Aujourd'hui, ceux qui affirment que la Russie a des intentions expansionnistes ne font que transposer, sans tenir compte du contexte, la pensée marxiste qui guidait la politique soviétique. Dans ce schéma, l'URSS se voyait comme le fer de lance de la lutte des classes et engagée dans une guerre permanente et systémique avec l'Occident, qui s'inscrivait dans un processus historique de lutte contre le capitalisme. Jusqu'à la mort de Staline, la pensée militaire stratégique de l'URSS était dominée par l'idée que sa sécurité ne serait garantie que par une victoire du socialisme sur le capitalisme, et que l'affrontement entre les deux systèmes était inévitable. Les stratèges soviétiques parlent alors du principe d'inévitabilité de la guerre, neizbezno vojny. Cette idée demeurera jusqu'au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique de février 1956, où, sous l'impulsion de Nikita Khrouchtchev, l'URSS adopte le principe de la coexistence pacifique. On parle dès lors de la non-inévitabilité de la guerre. Cela n'empêche pas les Occidentaux de se préparer à une éventuelle agression des Soviétiques, bien que des documents américains, aujourd'hui déclassifiés, montrent qu'ils n'avaient pas eu l'intention d'envahir l'Europe. Des documents, articles et procès-verbaux de réunions soviétiques récemment déclassifiés indiquent que les dirigeants soviétiques n'avaient aucune intention d'envahir l'Europe. En revanche, en URSS, la crainte de nouvelles tentatives d'invasion occidentale sur son territoire reste très vivace et la pousse à adopter une politique de dissuasion. Cependant, les expériences de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ont fait naître la crainte que l'Occident n'envahisse le territoire de l'URSS si elle apparaissait militairement faible. En 1949, l'URSS acquiert l'arme nucléaire. C'est ce qui provoque la création de l'OTAN la même année, avec l'objectif de placer l'Europe occidentale sous le parapluie nucléaire des États-Unis. À ce stade, la guerre nucléaire est principalement envisagée au niveau stratégique, et on ne parle pas encore d'armes nucléaires tactiques. Le risque est alors que les deux puissances nucléaires soient poussées vers une confrontation directe et un échange nucléaire, qui se traduirait par une Mutual Assured Destruction, MAD, la destruction mutuelle assurée. L'indivisibilité de la sécurité. Une particularité de l'arme nucléaire est qu'elle permet de causer des dommages considérables, voire existentiels, sans laisser le temps de trouver une parade, voire d'exploiter un ultime espace de négociation. La situation dissymétrique des États-Unis et de la Russie fait que les premiers peuvent utiliser l'Europe comme zone tampon, alors que la Russie pourrait très rapidement se trouver confrontée à un problème existentiel. C'est pourquoi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une constante de la politique de défense de la Russie a été de maintenir entre l'OTAN et son territoire une zone tampon, également appelée Glacis en français et Vorfeld en allemand, qui avait pour finalité de donner plus d'espace à un conflit conventionnel et ainsi éviter qu'il devienne trop rapidement nucléaire. Durant la guerre froide, l'organisation du traité de Varsovie ou OTV, appelé Pacte de Varsovie en Occident, constituait cet espace. Avec l'extension de l'OTAN vers l'Est et la dénonciation progressive des traités de désarmement par les États-Unis dès 2002, cet espace a disparu. C'est la raison pour laquelle la Russie a modifié sa doctrine d'engagement nucléaire, qui lui permet ainsi de recourir plus rapidement aux armes nucléaires. Il est important de souligner ici que la Russie craint moins l'extension de l'OTAN que l'exploitation que pourraient en faire les États-Unis. En 1952, l'adhésion de la Turquie à l'OTAN amène l'alliance à la frontière de l'URSS et alarme les Soviétiques. Pourtant, ils ne réagissent pas. Ce n'est que 9 ans plus tard, alors que les Américains y déploient des missiles nucléaires américains PGM-19 Jupiter, que la crise éclate. À l'époque, les Américains n'ont pas encore la technologie pour construire des missiles intercontinentaux et les Jupiter ne sont qu'une version améliorée des V2 allemands, avec une portée de 2-402-700 km. Les Américains n'aiment pas qu'on leur fasse ce qu'ils font aux autres. Les Soviétiques l'ont bien compris et ont commencé à déployer des missiles à Cuba, déclenchant une réaction violente des États-Unis, connue comme la crise des missiles de Cuba, en 1962. Finalement, les Américains, pris à leur jeu,
ont dû retirer leurs missiles de Turquie. L'URSS a gagné. Jusqu'au début des années 2000, l'acceptation des nouveaux membres de l'OTAN s'est faite dans l'euphorie et sans aucune réflexion stratégique, car la Russie et la Chine étaient faibles. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Le problème est que le légitime souci de sécurité des pays européens rapproche la puissance nucléaire américaine de la frontière russe, augmentant la probabilité d'une guerre nucléaire en cas de tension accrue. Les problèmes d'un pays peuvent rapidement devenir ceux de l'ensemble de l'Alliance, comme en 1914. En 2002, lorsque les États-Unis se retirent du traité sur les missiles antibalistiques, traité ABM, et entament des négociations avec la Pologne, la Tchéquie et la Roumanie pour y installer des lanceurs à usage dual, antibalistiques et nucléaires, les Russes perçoivent une menace directe. C'est ce qu'exprime Vladimir Poutine en 2007 à Munich, et ce qu'il souligne le 7 février 2022 à Moscou, lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron. Le problème est que nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit. Cette question n'est pas complètement nouvelle. Elle a déjà été identifiée en 1949 par les auteurs du traité de Washington, l'acte fondateur de l'OTAN, dont l'article 10 précise que les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. Tout État ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession. Autrement dit, les pays sont invités, dans la mesure où ils peuvent contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. En clair, le critère n'est pas la sécurité de chaque pays membre pris individuellement, mais la sécurité collective de la région. C'est ce que les pays de Nouvelle-Europe n'ont pas compris. Ils ont été acceptés dans l'OTAN à une époque où la Russie était affaiblie. Aujourd'hui, l'OTAN leur offre ainsi une sorte d'assurance, à l'abri de laquelle ils mènent des politiques ultranationalistes et discriminatoires vis-à-vis de leur minorité russophone, avec la volonté affichée de provoquer la Russie. En fait, leur appartenance à l'OTAN et à l'UE est fondamentalement déstabilisante pour le continent européen. D'ailleurs, au sein même des militaires de l'OTAN, leur réputation est particulièrement mauvaise, comme j'ai pu le constater. Cela signifie aussi que, potentiellement, chaque pays de la zone euro-atlantique peut être membre, mais que l'Alliance n'a aucune obligation d'accepter tous les pays qui le souhaitent. C'est une des raisons pour lesquelles l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est autant débattue au sein de l'Alliance elle-même. Mais un principe essentiel de la politique de sécurité russe est celui des indivisibilités de la sécurité, Nedelimost bezopasnosti. Il n'est pas exclusivement russe et a été accepté par les membres de l'OSCE et est scellé dans le document d'Istanbul 1999 et la déclaration d'Astana 2010. La sécurité de chaque État participant est indissociablement liée à celle de tous les autres. Autrement dit, la sécurité d'un pays ne peut se faire aux dépens d'un autre. Un exemple était la présence des missiles nucléaires tactiques français Pluton puis Hadès, qui menaçaient l'existence de populations amies en Allemagne et en Suisse. Or, lorsque l'OTAN, et en particulier les États-Unis, déploient des armements, réduisant ainsi les délais d'alerte et de préalerte d'un pays voisin, en l'occurrence la Russie, ce principe n'est pas respecté. Ce qui dérange les Russes est donc moins la proximité de l'OTAN que la volonté des Américains d'y déployer des armes nucléaires. Car l'installation d'armes nucléaires à bout touchant rend quasiment impossible la mise en œuvre d'un mécanisme bilatéral de gestion de crise. C'est d'ailleurs à la suite de la crise de Cuba qu'a été mis en place entre Washington et Moscou le fameux téléphone rouge, qui n'est ni un téléphone ni rouge, mais un canal de communication d'urgence destiné à faciliter la gestion de crise. Ce qui est étonnant est que les Occidentaux semblent ne pas avoir perçu ce risque. On a vu la progression de l'OTAN comme un succès géographique, mais on n'en a pas tiré les conclusions stratégiques. Pourtant, en se rapprochant de la frontière russe, l'OTAN saute elle aussi une capacité de préalerte. La RAND Corporation
a clairement averti le gouvernement américain de ce problème. Si le fait de placer des moyens de frappe à proximité de la Russie réduirait le délai dont disposent les chefs militaires russes pour détecter et répondre aux attaques aériennes et aux attaques de missiles de croisière, cela laisserait aux chefs américains et alliés encore moins de temps pour détecter et répondre aux attaques de missiles russes contre les moyens actuellement situés dans ces bases. Cette combinaison de vulnérabilité mutuelle et de risque d'attaque surprise pourrait être sérieusement déstabilisante en cas de crise, en particulier si des armes nucléaires tactiques sont également stockées dans des sites proches. Ainsi, le déploiement de missiles à proximité de la frontière russe n'a strictement aucun rapport avec la vocation défensive, ou non, de l'OTAN, car l'Alliance court exactement le même risque. C'est ce que Vladimir Poutine essaye d'expliquer lors de sa conférence de presse du 7 février 2022, à l'issue de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou. Le 25 mars 2023, à l'occasion d'une visite d'Alexandre Loukachenko en Russie, Vladimir Poutine déclare sur la chaîne Rossiya 24 que le président bélarusse lui aurait demandé de déployer des armes nucléaires tactiques sur son territoire. On évoque alors comme raison la décision de la Grande-Bretagne de fournir des obus anti-chars à uranium appauvri. Mais comme toujours, la réalité est plus complexe. Tout d'abord, relevons que Vladimir Poutine se contente de reprendre les termes de Loukachenko, car les Russes ne font pas de distinction doctrinale entre les armes nucléaires tactiques, opératives et stratégiques. D'ailleurs, les armes évoquées ont des portées supérieures à 1000 km, alors que, traditionnellement, on considère comme tactiques des armes nucléaires qui ont une portée de 150 à 500 km. La demande bélarusse intervient après un certain nombre d'événements que nos médias ont soigneusement évité de mentionner. Notamment l'attitude de la Pologne, nostalgique de sa grandeur passée et qui cherche à reconstituer l'Intermarium. Elle a des vues sur la partie occidentale du Bélarus, qu'elle considère lui appartenir historiquement, et dont la reconquête fait partie de sa politique de sécurité. C'est la raison pour laquelle elle soutient politiquement, matériellement et ostensiblement l'opposition au Bélarus avec la bénédiction des États-Unis. Le 11 janvier 2023, la signature d'une déclaration commune de la Pologne, de l'Ukraine et de la Lituanie qui forme le triangle de Lublin, une mini-alliance militaire liée à l'OTAN, inquiète Loukachenko. De plus, voyant que la situation se dégrade en Ukraine et que l'effondrement annoncé de la Russie s'éloigne, les États-Unis commencent à travailler sur le changement de régime au Bélarus afin d'obtenir un petit succès. Le 22 mars 2023, Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe, reçoit Svetlana Tikhanovskaya, leader de l'opposition militante bélarusse afin de coordonner leurs actions. Les États-Unis cherchent alors à instrumentaliser l'opposition bélarusse au profit de l'Ukraine, comme le relève le média américain The Atlantic Council. Mais un autre événement plus significatif explique la décision russe, le déploiement fin février 2023 de 4 bombardiers nucléaires stratégiques américains du type B-52 HSTRATOFORTRESS sur la base aérienne de Moron, Espagne, pour envoyer un message à la Russie. Le 11 mars 2023, un de ces appareils, nom d'appel, NOBLE-61, effectue une simulation d'attaque nucléaire, missile strike drill, contre la ville de Saint-Pétersbourg depuis le golfe de Finlande. Rapporté par le site d'opposition russe Medusa le jour même, l'information n'a, bien évidemment, été reprise par aucun média occidental traditionnel. C'est pourtant probablement ce qui a poussé Vladimir Poutine, 2 semaines plus tard, à accéder à la demande du président Loukachenko de déployer des armes nucléaires sur le territoire bélarusse. La décision russe est l'occasion de nouvelles élucubrations de nos experts qui jouent avec les mots. L'expert suisse Alexandre Vautravers déclare sur RTS qu'il s'agit d'un transfert d'armes qui contreviendrait au traité de non-prolifération nucléaire TNP. C'est faux. Comme le confirme le même jour le média d'opposition russe Medusa, Vladimir Poutine a précisé qu'il ne s'agit pas d'un transfert, mais seulement d'un déploiement. La différence essentielle étant que ces armes restent sous l'autorité exclusive de la Russie. Autrement dit, la Russie ne fait pas autrement que les États-Unis, avec leur dépôt d'armes nucléaires en Allemagne, en Belgique,
aux Pays-Bas et en Turquie. La Russie rejoue au Bélarus le scénario des missiles de Cuba. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, l'administration américaine fait volte-face. Le 2 juin 2023, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, déclare: l'administration Biden est prête à discuter sans condition avec la Russie d'un futur cadre de contrôle des armes nucléaires. Comme lors de la crise de Cuba, les Américains ne comprennent que la manière forte. Au lieu d'essayer d'amener le changement par la coopération, comme cela a été fait avec succès lors de la guerre froide, ils tentent de le faire par la confrontation et l'exclusion. La doctrine nucléaire russe. Le 27 octobre 2022, sur France 5, dans une émission consacrée à la bombe sale, que la Russie accuse l'Ukraine de mettre au point, le criminologue Alain Bauer nous explique que les Russes considèrent les armes nucléaires tactiques comme des armes conventionnelles. C'est totalement faux. En réalité, la doctrine russe ne singularise pas les armes nucléaires tactiques. La Russie dispose d'une gamme d'armes nucléaires d'intensité variable, utilisables selon les circonstances et les objectifs. Mais il considère que l'engagement d'armes nucléaires, quelle que soit leur puissance, est de nature stratégique, car elles peuvent provoquer une escalade nucléaire. Dans un article sur cette question, Diego Arruiz-Palmer, chef de la section évaluation comparée de la division politique et plan de défense de l'OTAN, rappelle que les soviétiques ne voyaient l'emploi de l'arme nucléaire que comme moyen de dernier recours. Dès 1966, la Central Intelligence Agency avait identifié un intérêt croissant de l'Union soviétique pour la conduite d'opérations militaires sans l'utilisation d'armes nucléaires. C'est ce que démontrent les grandes manœuvres de Dniepr 67 et qui sera confirmé par une préférence croissante de l'Union soviétique pour une option uniquement conventionnelle. Dès lors, les soviétiques réalisent que l'emploi d'armes nucléaires de théâtre ne peut que compliquer les opérations. La Russie a toujours privilégié la manœuvre et la rapidité de la progression comme principaux principes opératifs et tactiques. Ils abandonnent donc progressivement l'idée d'engager des armes nucléaires tactiques au profit de nouvelles armes conventionnelles. C'est ce que l'on observe aujourd'hui avec les missiles à vitesse super ou hypersonique. L'art opératif russe et la tactique ne se basent donc pas sur les armes nucléaires, mais sur des concepts tels que la concentration des forces sur l'axe principal, la victoire partielle et l'économie des forces. Le concept d'armes nucléaires tactiques a essentiellement été développé par les Américains dans les années 1960, afin de distinguer les armes utilisables sur le continent européen de celles qui pourraient toucher les États-Unis. Pour éviter d'arriver trop rapidement à l'holocauste nucléaire, MAD, des stratégies sont élaborées pour maîtriser une éventuelle escalade nucléaire. À l'est comme à l'ouest, on se dote d'armes permettant d'éloigner la perspective du MAD. En 1967, l'OTAN adopte la stratégie de la réponse graduée, Flexible Response. Elle a pour but d'indiquer clairement aux Soviétiques que les États-Unis ne passeront pas directement et automatiquement à un échange nucléaire stratégique. En effet, malgré son évolution au fil du temps et des technologies, la stratégie nucléaire des États-Unis conserve un élément constant, tenir l'usage d'armes nucléaires éloignées de leur sol national. C'est pourquoi, les Américains prônent un retour de ces armes sur le théâtre européen. C'est également pourquoi ils insistent tant sur l'idée que les Russes cherchent à utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine. La différence d'approche entre les deux superpuissances s'explique par les situations géostratégiques profondément dissymétriques des États-Unis et de la Russie. Les États-Unis peuvent atteindre le territoire russe avec des armes nucléaires tactiques opératives, alors que la Russie ne peut atteindre le sol américain qu'avec des armes stratégiques ou de portée intermédiaire. Ainsi, en cas de conflit majeur, pour éviter un échange nucléaire stratégique qui toucherait leur territoire, les États-Unis chercheraient à maintenir un conflit nucléaire au niveau du théâtre européen. Pour ce faire, ils éviteraient soigneusement de toucher directement le sol national russe, pour ne pas déclencher un duel stratégique avec la Russie. Paradoxalement, cette situation dissymétrique est aussi asymétrique. En maintenant l'échange nucléaire au niveau tactique,
La Russie pourrait utiliser des armes de faible intensité en Europe, tandis que les États-Unis ne pourraient répondre qu'en frappant le territoire de leurs alliés. C'est ce paradoxe qui a conduit à la crise des euromissiles au début des années 1980, et qui est à l'origine du mouvement pacifiste et antinucléaire en Allemagne et en Europe du Nord. Elle se conclura par la signature du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire, dit traité INF ou traité FNI en français. La doctrine nucléaire russe court-circuite le raisonnement américain en déclarant qu'on ne peut faire la distinction entre tactique et stratégique. Ainsi, l'usage d'armes nucléaires sur le sol européen, et a fortiori contre la Russie, pourrait déclencher une riposte intercontinentale. C'est l'essence de la dissuasion nucléaire de la Russie. La politique constante de no first use appliquée par l'URSS a été reprise par la Russie. En revanche, elle n'a pas précisé, comme c'est le cas de la France, la manière dont elle envisage de gérer une escalade. C'est le principe de la dissuasion. La doctrine nucléaire de la Russie n'envisage l'emploi de l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle pour l'État russe, comme le précise le décret présidentiel du 2 juin 2020. La Fédération de Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en réponse à l'utilisation d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive contre elle ou ses alliés, ainsi qu'en cas d'agression contre la Fédération de Russie au moyen d'armes conventionnelles lorsque l'existence même de l'État est menacée. Le problème, dans un échange nucléaire sur de courtes distances, et donc avec de courts délais d'alerte, est de déterminer à quel moment le pays est menacé de manière existentielle et donc à quel moment il faut réagir. C'est pourquoi, l'édition 2020 de la doctrine nucléaire russe abaisse quelque peu le niveau à partir duquel la Russie peut envisager l'emploi d'armes nucléaires. De manière assez amusante, c'est ce que la Suède et la Finlande n'ont pas compris. Leur demande de rejoindre l'OTAN a été largement applaudie, mais en cas de guerre, ces pays pourraient dès lors être nucléarisés en tout premier à titre préemptif. C'est probablement ce qui a motivé la décision du président Joe Biden, à la fin mars 2022, d'abandonner le principe de no first use de l'arme nucléaire. Jusqu'alors, les États-Unis considéraient l'emploi de l'arme nucléaire uniquement à des fins de dissuasion, politique du sole purpose. Mais la décision de Joe Biden laisse ouverte l'option d'utiliser des armes nucléaires non seulement en représailles à une attaque nucléaire, mais aussi pour répondre à des menaces non nucléaires. Évidemment, aucun média occidental n'a rapporté ce changement majeur dans la politique nucléaire américaine. Par exemple, le rapport annuel sur la sécurité de la Suisse, publié en septembre 2022 par le service de renseignement de la Confédération SRC, n'en dit pas un mot. À des fins de clarté, nous utilisons ici la terminologie stratégique anglo-saxonne, plus fine que la terminologie française. Une frappe préventive est déclenchée dans le cas où une confrontation est inévitable et que l'on pense que l'adversaire pourrait frapper. Une frappe préemptive est déclenchée lorsque l'on a des indications concrètes que l'adversaire va frapper. Dans le cas de l'arme nucléaire, sur la base des observations des satellites de surveillance. Le launch-an warning est un tir alors que l'adversaire a déjà lancé un missile et qu'il est encore en l'air. Comme l'a précisé Vladimir Poutine lors du sommet de l'Union économique eurasiatique à Bichkek, Kirghizistan, en décembre 2022, le principe de l'engagement nucléaire reste le launch on warning, LOW. Autrement dit, le déclenchement sur alerte des systèmes de veille nucléaire. En d'autres termes, alors que les Russes ne prévoient d'utiliser l'arme nucléaire en premier qu'en cas de menace existentielle, les Américains s'autorisent le faire à n'importe quel moment. Dès lors, la Russie utiliserait l'arme nucléaire si Moscou et les institutions du pays étaient directement menacées. Par exemple, une attaque ukrainienne sur la Crimée ne serait très vraisemblablement pas considérée comme existentielle pour l'État russe. En revanche, les États-Unis pourraient utiliser l'arme nucléaire si l'une de ses bases militaires est attaquée. En octobre 2022, Volodymyr Zelensky enflamme les passions en proposant de frapper la Russie afin de prévenir l'emploi d'armes nucléaires. Que devrait faire l'OTAN? Rendre impossible à la Russie d'engager des armes nucléaires. Mais la chose importante est que j'appelle de nouveau la communauté internationale,
comme avant le 24 février 2022, à frapper de façon préventive de sorte qu'ils sachent ce qui leur arrivera s'ils les utilisent, et non, au contraire, attendre les frappes nucléaires de la Russie. Nos médias et fact-checkers tentent alors d'édulcorer le discours de Zelensky. Sur le site du média 20minutes.fr, l'expression frappe préventive, préventivni Judar, clairement prononcée par Zelensky devient mesure préventive, ce qui est littéralement de la désinformation. On cherche à démentir le fait que Zelensky serait prêt à déclencher un conflit nucléaire en déclarant qu'il n'a pas parlé de frappe nucléaire. C'est vrai, mais cela ne joue aucun rôle. Peu importe le type d'arme qu'il avait en tête, car la doctrine nucléaire russe prévoit. Les conditions déterminant la possibilité d'utilisation d'armes nucléaires par la Fédération de Russie sont les suivantes. A. La réception d'informations fiables sur le lancement de missiles balistiques attaquant les territoires de la Fédération de Russie et/ou de ses alliés. B. L'utilisation par l'ennemi d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive sur le territoire de la Fédération de Russie et/ou de ses alliés. C. L'action de l'ennemi sur des installations étatiques ou militaires critiques de la Fédération de Russie, dont la mise hors service perturberait la réponse des forces nucléaires. Quatrièmement, l'agression contre la Fédération de Russie au moyen d'armes conventionnelles lorsque l'existence même de l'État est menacée. Les déclarations de Zelensky entrent clairement dans le cadre de l'alinéa C. Car, probablement ignorant de la portée de son discours, il demande une frappe qui rende impossible l'engagement d'armes nucléaires. Ce qui, pour la Russie, pourrait être précisément une raison de les engager. Nos médias mentent une fois de plus. Le problème est qu'ils occultent systématiquement les éléments d'information qui permettraient de comprendre la situation. Rappelons ici que lors du conflit avec l'Ukraine, contrairement à ce qu'affirme Jean-Philippe Chalère, journaliste suisse coutumier du conspirationnisme, Vladimir Poutine n'a jamais évoqué les armes nucléaires avant que des dirigeants occidentaux ne menacent de l'employer, comme Liz Truss, alors candidate au poste de Premier ministre britannique, qui se déclarait prête à déclencher une annihilation globale. Mais le même journaliste suggérait que la Russie voulait utiliser des armes chimiques en Ukraine, sans aucun élément de preuve. Nous sommes ici dans la création de fake news à des fins d'influence. La guerre hybride. La guerre hybride que mènerait la Russie est un mythe soigneusement entretenu en Occident, auquel chacun donne sa propre définition. C'est devenu un concept fourre-tout que nos médias et nos politiques, et même nos généraux, utilisent pour donner une apparente cohérence à des événements qu'a priori rien ne lie. En termes techniques, c'est du conspirationnisme. En 2017, Vladimir Poutine déclarait au Figaro : il ne faut pas inventer des menaces imaginaires provenant de la Russie, des guerres hybrides ou autres spectres de ce genre, vous les avez inventées vous-même. Vous vous effrayez vous-même, et c'est en se basant sur ces données imaginaires que vous cherchez à baser vos politiques. L'idée que la Russie aurait développé un tel concept de guerre hybride se fonde sur l'interprétation d'un article écrit en 2013 par Valery Gerasimov, chef de l'état-major général russe, dans un article intitulé « La valeur de la science dans la prospective ». En réalité, l'article original a été publié dans le journal de l'Académie des sciences militaires le 26 janvier 2013 sous le titre « Principales tendances dans le développement des formes et méthodes d'emploi des forces armées et les tâches actuelles de la science militaire pour les améliorer ». Il décrit l'évolution des guerres telles qu'elles sont menées par les Occidentaux contre le monde arabe, et le mot « hybride » ne s'y trouve pas. En fait, le terme de guerre hybride a son origine en Occident. Des pseudo-experts et autres journalistes ont tenté de la décrire sans être capables de comprendre de quoi il pourrait s'agir, ce qui nous donne un concept flou et impalpable. Après la crise ukrainienne de 2014, les Occidentaux tentent de mettre en cohérence une invasion russe, sans troupes russes, une révolution démocratique par des militants d'extrême droite nationalistes voire néo-nazis, la légitimité d'un gouvernement qui gouverne sans avoir été élu, etc. On construit alors une logique qui réunit la cyberguerre, le terrorisme, la guerre clandestine,
la guerre conventionnelle et naturellement la guerre de l'information. L'article de Guerassimov devient alors la clé de lecture d'événements naturellement incohérents. Nos journalistes ont ainsi créé artificiellement une base doctrinale, que le magazine Le Point affirme avoir été validée par Vladimir Poutine lui-même. On ne sait plus vraiment s'il faut condamner le racisme ou l'imbécilité du journaliste. En réalité, le concept de guerre hybride n'existe pas dans la pensée militaire russe et la Russie ne l'a jamais théorisé ni invoqué. Le problème est venu de Marc Galeotti, spécialiste de la Russie, qui le premier a commenté l'article de Guerassimov et en a déduit l'existence d'une doctrine Guerassimov, censée illustrer le concept russe de guerre hybride. Mais en 2018, constatant les dégâts qu'il a involontairement causés, Galeotti s'excuse, courageusement et intelligemment, dans un article intitulé « Je suis désolé d'avoir créé la doctrine Guerassimov », publié dans le magazine Foreign Policy. J'ai été le premier à écrire sur la tristement célèbre stratégie militaire de la Russie en matière de haute technologie. Un petit problème, elle n'existe pas. Pour comprendre l'idée de guerre hybride, il faut revenir à la typologie des guerres. Sans entrer dans les détails, la guerre que l'on dit conventionnelle est celle que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale et à laquelle nos armées se sont préparées. C'est une guerre qui utilise la combinaison des moyens terrestres, aériens et navals pour atteindre des objectifs. Les forces sont engagées comme un système. C'est la guerre dite de troisième génération, dont la Blitzkrieg, menée par les Allemands en 1939 à 1940, est l'archétype. À la fin de la guerre froide, engagés dans des conflits de type insurrectionnel, dirigés contre les interventions qu'ils avaient eux-mêmes créées, les armées occidentales ont été confrontées à des forces plus rustiques, voire des guérillas rudimentaires. Ce sont les guerres de quatrième génération. Les guerres de cinquième génération sont dites non cinétiques, c'est-à-dire qui se déroulent sans réel contact avec l'adversaire. On cherche à soumettre l'adversaire en provoquant l'effondrement de son système par la cyberguerre, la subversion et la guerre de l'information. Bien que l'on en trouve certains éléments dans tous les conflits depuis 1939, ce type de guerre reste largement une vue de l'esprit. C'est la vision de la guerre que l'Ukraine s'attendait à faire avec la Russie. Tout le monde, et le bon sens, savait que l'armée ukrainienne n'était pas en mesure de vaincre à elle seule la Russie. Il s'agissait de vaincre la Russie par une combinaison de sanctions, d'isolement économique, politique et culturel, ainsi que par un narratif qui devait faire de la Russie un État paria. Pour les Russes, la vision est plus claire. La guerre hybride n'est pas une forme de guerre que l'on choisit, mais le résultat de la confrontation entre deux pays ou entités qui utilisent des types de guerre différents. Ainsi, la confrontation entre la Russie et l'Ukraine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.